Bonsoir à tous. Ce lundi de Pâques est avant tout marqué par la disparition du pape François. Le Saint-Père est revenu à la maison du Père, comme annoncé ce matin par l'évêque de Rome quelques minutes plus tard, et ce, au lendemain d'une dernière apparition publique au balcon de la Loggia des Bénédictions et avec un filet de voix pour souhaiter, à bout de force, de bonnes Pâques au monde entier, avant d'effectuer une déambulation d'une dizaine de minutes place Saint-Pierre, où il a même pris le temps d'accueillir des enfants près de lui, avant de s'éteindre au petit matin, comme un symbole, un lundi de Pâques. Le prince souverain a réagi cet après-midi au décès de sa sainteté. C'est avec une infinie tristesse et une profonde affliction que nous avons, je cite, appris la nouvelle, particulièrement ému, ma famille, moi-même, tenons, avec toute la principauté, à présenter nos plus sincères condoléances à l'Église catholique et à l'ensemble des fidèles avec lesquels nous partageons une immense peine. En ce moment de douleur et de deuil, nous gardons présentes à l'esprit et dans nos cœurs les bénédictions apostoliques que le Saint-Père nous avait accordées en abondance au cours de son pontificat et prions avec ferveur pour le repos de son âme. Puisse son inlassable message d'amour, de fraternité, de paix, de foi, de justice, de miséricorde, de compassion et de respect pour notre nature continuer à nourrir nos pensées et nos engagements au service du bien commun et rayonner sur un monde qui l'aura marqué de son empreinte avec une reconnaissance éplorée. Nous rendons hommage au très grand serviteur de l'humanité qui vient de nous quitter. Les cloches ont résonné à midi pour rendre hommage à la disparition du pape François. Les drapeaux sont en berne en principauté après l'annonce officielle à 9h47 du décès du Saint-Père en ce lundi de Pâques. Le jour comme un symbole, on le disait, de la résurrection du Christ. Âgé de 88 ans, plus vieux pape en exercice, il avait choisi le prénom de François, jamais utilisé auparavant, pour indiquer dès sa nomination au monde entier sa proximité avec les plus défavorisés, à l'image de Saint François d'Assise, le saint des pauvres, proche de la nature. Le premier pape, originaire d'Amérique latine, s'est souvent distingué par sa spontanéité et a toujours été extrêmement populaire chez ses fidèles du monde entier. Pendant son pontificat, il n'a eu de cesse de tenter de réformer l'Église, qu'elle soit moins distante des fidèles, d'où ses nombreux déplacements, vous l'avez noté, à travers le monde, pour essayer d'inclure les croyants situés à la périphérie, selon l'expression consacrée, du monde moderne. Très diminué, après avoir été hospitalisé pour une double pneumonie, le décès du pape François a été annoncé officiellement donc, ce matin, je vous le rappelle, à 9h47. En principauté, Monseigneur Dominique Marie-David a également réagi tout à l'heure au micro de Théo Schumer. Ce qui marquera, c'est d'abord un homme d'une autre culture que celle auquel nous étions habitués, et bien sûr son attention pour les périphéries, comme il le rappelait souvent, pour les personnes les plus démunies, les plus pauvres. On connaît aussi ses rappels, en tout cas des espèces de clignotants qu'il nous invitait à maintenir visibles par rapport aux migrants, par rapport aux personnes plus démunies, par rapport au respect de notre maison commune, comme il l'appelait, la nature, ses encycliques sur la fraternité, sur l'écologie et bien d'autres. Peut-être même on découvrira des aspects plus cachés et plus discrets de sa personnalité qui seront mis au jour après son départ. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que cet événement a lieu dans la semaine la plus lumineuse et la plus joyeuse de l'année, parce que c'est la semaine qui suit la fête de Pâques. Donc même la messe de demain et toutes les célébrations seront d'abord marquées par ces textes et ces prières propres à la résurrection. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas est-ce que ça ne correspond pas à ce que nous voulons manifester de notre espérance, même dans un moment qui nous attriste et qui nous affecte, de le voir à la lumière de la résurrection du Christ? Je pense que ça aidera aussi tous les fidèles et tous ceux qui se joindront à nous pour rendre hommage au pape François. Et vous aussi, dans les rues de la Principauté, vous avez été saisis par cette nouvelle. I'm really sad about this news because I just heard we are at tour and I just heard this news and I'm really sorry because for me he's really a big person. Yes. Actually, I'm very sad to hear that news, and yeah, it's a legendary person for the whole world, and my condolences. Just that's what I said, that it's a huge loss for the worldwide history. È un grande shock per noi, non lo sapevamo e non so cosa dire, mi spiace. Noi siamo qua in vacanza a fare un giretto
e peccato, ci spiace, non lo sapevamo. Moi je suis pas forcément chrétien, mais bon, il représentait quand même quelque chose. Et puis l'effet du hasard qu'il est mort le jour de Pâques, c'est vraiment un bel appel. Voilà. Donc, Qu'est-ce que vous retiendriez de son pontificat ? moi pas grand chose. Moi je suis plutôt de la génération à Jean-Paul II et tout, donc c'est vrai que le pape François, pas grand chose pour moi. Per noi cosa rappresenta il Papa? È sicuramente una figura importante, è stata una guida diversa dalle altre rispetto ad altri papi perché comunque ha dimostrato di essere più vicino al popolo e di spogliarsi da quelle che sono le ricchezze della Chiesa. Quindi sicuramente in un giorno come questo, Pasqua, viene a mancare una persona importante per la Chiesa cristiana. È stata una persona molto sincera, molto vicina al popolo, che ha saputo realmente essere vicini ai bisogni di tutti, soprattutto delle persone più fragili. Quindi per noi oggi è una notizia molto molto triste che ci lascia un po' di amaro in bocca, ma come ci ha insegnato lui bisogna sempre sorridere ed essere felici ogni istante delle cose che abbiamo e essere sempre vicini gli uni con gli altri e fare del bene. Questo. Et pour aller plus loin sur le pontificat du pape François, de la trace qu'il va laisser dans l'histoire, nous accueillons la journaliste Marie Guerrier, spécialiste des religions chez nos confrères d'RTL, qui a suivi tout son parcours. Bonsoir à vous. Bonsoir. Spécialiste religion à RTL depuis nombre d'années, notamment le jour de l'avènement, le jour de la nomination du pape François. Oui, c'est vrai. En 2013, le 13 mars, nous étions l'équipe d'RTL à Rome quand le pape François a été élu. Alors c'était une surprise parce que son nom n'était pas vraiment sorti du chapeau parmi les papabilés, comme on dit à ce moment-là, ceux qui sont susceptibles d'être élus pape par les autres cardinaux. Et puis on a vu la fumée blanche, on a attendu. Ça prend un petit peu de temps quand même, une bonne heure avant que le nouveau pape apparaisse. Et d'abord, il y avait le cardinal Torrent, c'est un cardinal français qui a prononcé la fameuse phrase « Habemus Papa ». Alors tout le monde attendait de savoir le nom qui allait suivre et puis il a dit Giorgio Bergoglio. Et là, avec les collègues, on se regarde, il y en avait un qui avait ses fiches et c'était bon, c'était donc un cardinal argentin et dans la suite de la phrase, on a entendu Franciscus, donc pour François. Alors, il n'y avait jamais eu de pape à s'appeler François. Pourquoi avoir choisi ce nom François? C'était en référence à Saint François d'Assise, le saint des pauvres et de la nature. Et donc ça, c'était quelque chose de très cher au cœur du pape François. Et on l'a perçu pendant sa mandature, si je peux m'exprimer ainsi. Marie Guerrier, c'est même quand il est venu à Marseille, près de la Méditerranée, qui nous est chère, nous, ici à Monaco, il a beaucoup parlé des migrants. Il y a la pauvreté, il y a les migrants, il y a l'intégration. Exactement. C'était d'ailleurs la toute première sortie après son élection qu'il a fait hors du Vatican. Il est allé à Lampedusa. Donc Lampedusa, les migrants, la mer Méditerranée comme un immense cimetière. Plusieurs fois, il est revenu sur cette thématique en disant que c'était pas possible. Et quand il est venu à Marseille en septembre 2023, c'est exactement ce message qu'il portait encore un peu plus de 10 ans après le début de son pontificat. La Méditerranée ne peut pas être un cimetière pour les migrants. C'était très émouvant cette cérémonie à Notre-Dame de la Garde au soleil couchant à Marseille quand il est venu, et cet hommage à tous ces migrants qui étaient morts en mer. Il y avait aussi présent des migrants qui avaient réussi cette traversée, qui étaient arrivés et qui étaient là auprès du pape François, et c'est un message qu'il a porté vraiment très fortement pendant son pontificat. Le pape des pauvres, le pape des migrants, on l'a bien compris. Pape également médiatique, mais ça on l'avait déjà un petit peu avec Jean-Paul II. Pape très ouvert, on l'a remarqué, et capable aussi de... On l'a vu un peu, le pape de l'imprévu. De temps en temps, il a pris des prises de parole, il a ramené des migrants dans son avion. Il s'est passé beaucoup de choses avec lui quand même pendant ce pontificat. Oui, il était assez imprévisible. D'ailleurs, c'était pas très facile pour les équipes du Vatican. Il était très imprévisible et puis il s'entourait d'assez peu de personnes. Il prenait ses propres décisions. Et il y a cette image très très forte pendant l'épidémie de Covid où le monde est confiné et il veut faire quelque chose. Il veut porter la voix, mais évidemment, il n'y a plus personne au Vatican. La place Saint-Pierre est vide.
Et un soir, il fait nuit, puisque c'était au mois de mars, me semble-t-il, 2021. Il pleut et il est seul sur la place Saint-Pierre. Il veut faire cette prière pour le monde. Voilà, il en appelle pour sortir de cette épidémie, pour avoir le courage et l'espérance. Donc lui, il a vraiment eu des coups d'éclat, mais Oui. c'était toujours aussi très calculé. Voilà, Quand même. rien n'était laissé au hasard. Voilà, il a rencontré Le des vice-président. représentants. Oui, mais il a Vice-président rencontré américain, là, juste là. exactement. Là, hier, le vice-président américain avec qui il ne partageait pas du Bien tout sûr. les mêmes positions sur les migrants, justement. Voilà, il tenait à parler à tout le monde. Il fallait parler à tout le monde. Il a reçu Trump, il a reçu Poutine, il a reçu tout le monde au Vatican. Il voulait cette diplomatie de la parole, du dialogue. Il faut parler avec tout le monde pour pouvoir avoir une diplomatie et pouvoir agir. Un pape progressiste, pape de la modernité, vous l'avez dit, et ce todos qui résonne encore, parce que c'est le pape vraiment pour tous. Il a soigné, vous l'avez dit, tout était écrit, presque même sa sortie, on a l'impression, un week-end pascal, un lundi de Pâques, un jour de résurrection. Ah, c'est assez incroyable parce qu'en effet, les catholiques du monde entier l'ont vu, ont pu le voir à nouveau. Alors évidemment, on le sentait très affaibli, un filet de voix. C'était aussi très émouvant. Mais puis les catholiques, ils avaient envie d'espérer, de se dire, il va se remettre. Voilà, il a tenu jusqu'au bout du bout. C'est un signe très fort. Les personnes qui ont la foi voient des signes. Le week-end de Pâques, forcément, où il célèbre la résurrection de Jésus. Voilà, il est allé jusqu'au bout de la souffrance, de l'espérance, et il laisse un message très fort pour l'Église. Comme un vrai franciscain, en tout cas. C'est lui le premier pape jésuite, premier pape qui est arrivé également d'Amérique du Sud. Ce pape qui va laisser, clairement, pour conclure, Marie Guerrier, une grande empreinte parmi tous les papes qui ont pu se succéder au pouvoir du Vatican. Oui, parce qu'il a ouvert les portes de l'église. Il disait, il faut sortir des églises, aller aux périphéries. Si j'ose une image, c'est difficile de faire re-rentrer les choses. C'est comme le dentifrice, vous savez, on fait sortir la pâte et puis après, on peut plus l'aller. Bon, ben là, on peut espérer que pour l'église, en tout cas, pour qu'elle puisse continuer à vivre, peut-être c'était le message en tout cas du pape François, sortir des églises, aller aux périphéries, aller chercher les gens qui sont éloignés de l'église. Ça, c'était en tout cas son héritage et ce qu'il voulait faire passer. Ce qu'il n'a pas réussi à faire complètement, peut-être, c'est de traiter au mieux toutes les affaires qui sont, non pas périphériques, mais qui sont inhérentes à cette vie d'ecclésiastique. Ça n'a pas été simple pour lui de voir toutes les affaires se succéder. Oui, alors les affaires d'abus sexuels, il y en a eu beaucoup. Il en a traité certaines, il est allé à la rencontre des victimes, etc. Il lui a été reproché aussi de ne pas toujours tout faire pour mettre au jour des affaires, puis encore certaines récemment, mais voilà, tout ça, ça prend du temps. Il avait quand même convoqué tous les évêques du monde entier pour une grande réunion sur les affaires de pédocriminalité, comment les traiter, etc. Il a pris des décisions, mais là encore, il laisse un chantier assez large. Pour conclure, vraiment, un dernier mot. Vous ne connaissez pas encore son successeur, mais il y a une tendance aujourd'hui, parce qu'il y aura conclave après la période de deuil, ça c'est clair, et cette fumée blanche. Est-ce qu'on va revenir en Europe? Est-ce qu'un Italien, voire un Français pourrait prendre la place, évidemment, de François Ier? Tout est possible en fait. C'est un peu le mystère du conclave. Souvent il y a des favoris et puis c'est pas le favori qui est choisi, c'est l'outsider. Donc oui, il y a cette possibilité que ça revienne à un Européen. Le collège des cardinaux, il est beaucoup plus homogène désormais avec les nouveaux cardinaux nommés par le pape pendant ses 12 ans de pontificat. Il a rééquilibré un peu les choses, il y a un peu moins d'Européens, alors ils sont encore majoritaires, mais voilà, il y en a sur tous les continents désormais, beaucoup plus de pays représentés, donc et puis beaucoup qu'il a nommés lui-même, donc ils sont quand même un peu dans sa lignée. Donc eh bien voilà, ça sera le grand mystère du prochain conclave. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Marie Guerrier, spécialiste évidemment des questions de religion chez nos confrères d'RTL. Merci à vous. Merci. Et après 9 jours de deuil, on le rappelle, débutera le conclave avant l'apparition de la traditionnelle fumée blanche au-dessus du Vatican pour connaître l'identité du futur pape qui interviendra au plus tard dans 20 jours. Et puis notez-le bien, une grande messe ouverte au public se tiendra demain à la cathédrale de Monaco en présence du prince Albert II. Une messe que vous pourrez suivre bien évidemment en direct dès 18h30 sur Monaco Info. Voilà ce que vous pouvez dire ce soir et décrire après l'annonce du décès du pape François au lendemain de sa dernière apparition au milieu des siens, au milieu de ses fidèles hier à Rome.
L'application Carlo s'engage pour une nouvelle association monégasque depuis aujourd'hui. Il s'agit de Monaco Liver Disorder qui œuvre pour améliorer les services pédiatriques, soutenir la recherche médicale sur les maladies lourdes, sensibiliser également aux dons d'organes et soutenir les parents des jeunes malades. Elle avait été lancée en 2010 par Carla Schechter, dont le fils est atteint d'anémie hémolytique, une maladie rare qui touche le foie. Alors, en quoi consiste ce partenariat avec Carlo? Que permettra-t-il de mettre en œuvre? Écoutez Nina De Souza, la directrice marketing de l'application Carlo, et Carla Schechter, la fondatrice de l'association, au micro de Théo Schumer. On est ravis chez Carlo depuis quelques mois d'offrir une nouvelle fonctionnalité à nos utilisateurs en principauté. Ce sont les dons aux associations monégasques. On a déjà une trentaine de partenaires sur l'application et on facilite donc le don. C'est très simple, il suffit d'aller sur l'application dans la rubrique commerce. Vous choisissez l'association de votre cœur et vous procédez à votre don très facilement comme un paiement Carlo classique, évidemment sans cashback. On est ravis de supporter aujourd'hui le Monaco Liver Disorder qui, on le sait, œuvre beaucoup pour les enfants malades avec des partenariats avec des hôpitaux de la région PACA et on encourage évidemment tous les utilisateurs Carlo à faire leur donation au Monaco Liver Disorder via l'appli. Avec Carlo, nous avons souhaité faire ce partenariat parce que le 30 mai, on a le départ un défi de trail de vélo avec Philippe Choquet, Principauté de Monaco, joindre à la Principauté d'Andorre en 36 heures. Alors, on a souhaité lever des fonds. On a mis une cagnotte jusqu'à 20 000 € avec Hello Asso et avec Carlo. Le but, c'est donner pour la recherche médicale 10 000 € et donner le reste, même si on lève plus que 20 000, donner le reste pour les améliorations, pour humaniser les services pédiatriques dans les hôpitaux avec qui nous sommes partenaires déjà. Je souhaite que toutes les sociétés à Monaco, que ce soit les grandes banques, les gros cabinets d'avocats, les experts comptables, toutes les sociétés, même 10 €, 20 €, 100 €, il faut pousser à la cagnotte. Pousser pour soutenir Philippe et pousser pour soutenir nos actions. Nous sommes une petite association, nous n'avons pas d'employés, 0 employés, on a 2 à 3% de frais de fonctionnement, c'est tout. Voilà, je compte sur vous et sur votre générosité. Et pour soutenir Monaco Liver Disorder, rendez-vous donc sur l'application Carlo via la rubrique commerçant ou sur le site internet de l'association qui s'affiche là, juste en bas de votre écran. Vous pouvez contribuer au montant de votre choix et sachez qu'il sera défiscalisé. Après Monaco-Ville et le Larvoto, nous poursuivons notre tour d'horizon des sculptures les plus emblématiques dans un nouveau quartier de la Principauté. Et ce soir, Sarah Inkari nous amène avec Thomas Deus à la découverte des trésors de Fontvieille aujourd'hui. Oui Christophe, nous sommes dans le quartier d'affaires de la Principauté qui, comme Maréterra, où nous étions la semaine dernière, a été gagné sur la mer dans les années 60-70. Ici aussi, les œuvres sont nombreuses et notamment dans les jardins. La rondeur de cette sculpture, située à 2 pas de la roseraie, est propre à un artiste bien connu en Principauté, Fernando Botero. Le Colombien résidant à Monaco durant une période de sa vie a souhaité exprimer la sensualité et la vitalité du corps à travers cette œuvre de bronze créée en 87 et baptisée Woman Smoking Cigarette. Et non, Botero refusait de dire que ses personnages étaient gros et défendait justement le volume. C'est magique, confiait-il, et c'est ça qui me passionne. Sur l'avenue des Champs-Élysées ou encore sur Park Avenue à New York, Fernando Botero est décédé en Principauté assez récemment, en septembre 2023. Les formes d'un animal à présent que le sculpteur et graveur français François-Xavier Lalanne qualifiait des plus riches et plus variées de la planète. Ses œuvres influencées par François Pompon sont aux courbes élégantes et épurées, comme celle-ci, créée en 88, tout en bronze. Il s'agit de l'âne attelé. Pour celles et ceux qui recherchent des pièces originales, sachez que François-Xavier Lalanne aimait transformer les animaux en mobilier. Un rhinocéros bureau en laiton, des sièges ou banquettes moutons, un hippopotame baignoire. Une patte qui va attirer l'œil de prestigieux collectionneurs comme les Rothschild ou Yves Saint-Laurent qui lui octroieront une première visibilité à l'international.
Terminons ce tour par ce gigantesque couple posté au carrefour entre l'avenue des Ligures et l'avenue des Guelfes. Lynn Chadwick en a créé une 50aine comme celui-là. Ils sont toujours genrés. Le sujet féminin est représenté par une poitrine et une figure triangulaire. Le sujet masculin, lui, par une tête rectangulaire. Le sculpteur britannique était très attentif au langage corporel et étudiait les couples à travers la manière dont ils étaient assis. En l'occurrence, les personnages de ce sitting couple, entièrement en bronze, adoptent une posture presque identique et établissent une certaine intimité malgré leur séparation physique. Et voilà Christophe, pour les œuvres de Fontvieille, elles sont toutes répertoriées sur la plateforme Chemin Sculpture Régnier 3. Et puis moi, demain, je vous donne rendez-vous dans un quartier en pleine transformation en ce moment pour accueillir le Grand Prix de Monaco. Autre idée de promenade, celle immersive au cœur des espaces publics de Mare Terra. Découvrez donc Mare Terra à travers désormais une visite guidée exclusive, plongée au cœur de ce projet hors norme qui a transformé, on le sait, le littoral monégasque. Architecture, innovation environnementale, espace caché, immersion unique pour comprendre les coulisses de cette extension en mer. Reportage de Fabien Bonilla. Il est 14h, le rendez-vous est donné sur la place Princesse Gabriella devant l'œuvre 4 lances d'Alexandre Calder. C'était une première ce mercredi, une 50aine de personnes sont venues pour découvrir les infrastructures de Mare Terra. Au vu du nombre, 2 groupes ont été constitués, ils ont été guidés par des responsables de la direction de l'aménagement urbain. Une promenade immersive au cœur des espaces publics de Mare Terra, entre le projet, son histoire et les choix qui ont façonné son aménagement paysager. Cette visite a duré un peu plus d'1 heure. C'est quand même historique, une extension en mer, ça fait très longtemps qu'on travaille dessus, les gens en entendent parler, beaucoup étaient déjà venus, donc ça montre l'enthousiasme du public, mais y a toutes les anecdotes, ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire le souterrain qu'on présente en photo, parce que ce n'est pas des sites qui sont visitables, les galeries techniques, on ne se rend jamais compte de ce qu'il y a en dessous de nos pieds, et puis il faut aussi qu'on valorise le travail qui a été fait par les jardiniers. On a travaillé beaucoup d'heures et le but, c'est de montrer notre savoir-faire. Je l'ai lu sur Nice Matin à 13h30. Donc je me suis dit, j'ai le temps de venir et d'y aller. Voilà, vraiment parce que je me suis dit, tiens, déjà j'étais venue par moi-même me balader, mais alors avec ma grand-mère de 94 ans, nous étions restés sur le plat, ce n'est pas les conditions, donc je me suis dit c'est parfait. On travaille à l'Office du tourisme et on est venu pour pouvoir un peu découvrir un peu mieux le quartier, pour surtout pouvoir l'expliquer aux visiteurs qui nous posent quelques questions à l'Office. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la visite ? Très intéressant, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant axé sur l'aspect sur la végétation et plutôt surprise de ce côté-là et agréablement surprise. Avec 800 arbres et 35 000 végétaux sur 9 400 mètres carrés d'espace vert, ce nouveau quartier intègre un gros réseau de fontaineries comprenant entre autres 5 bassins. L'ADO traite uniquement sur Mare Terra autant d'eau de fontaine que sur le reste de la principauté. Les personnes présentes ont pu en savoir plus sur les infrastructures et les démarches durables mises en place, dont un bassin d'arrosage récupérant les eaux pluviales pour l'irrigation des espaces verts et un bassin d'orage limitant les rejets en mer. Durant cette visite, il a été possible de découvrir également les 2 nouveaux espaces insolites, la grotte bleue, qui offre une vue sur l'intérieur d'un caisson jarlant, sans oublier l'espace de méditation orné de quartz, de verre et de métal. Si vous êtes intéressé pour découvrir cet espace sous un autre angle, la direction de l'aménagement urbain propose des visites. S'il ne pleut pas, les mercredis 5, 12 et 19 mars, c'est gratuit et sans réservation. Le rendez-vous, 14h sur la place Princesse Gabriella, devant l'œuvre d'Alexandre Calder. La sortie, dans 48 heures, du tout dernier livre d'édition Passé Composé de l'historien Pierre Fabry, consacré à l'histoire avec un grand H de Monaco. Pierre Fabry nous présente ce soir cet ouvrage nécessaire. Bonsoir Pierre Fabry. Bonsoir Christophe Paco. Merci de nous rejoindre. C'est intéressant de voir qu'on peut encore travailler, découvrir des choses sur notre principauté de Monaco, notamment dans l'histoire contemporaine. Il n'y a pas eu 36 000 ouvrages, et là vous sortez l'histoire de Monaco, je le disais. C'est intéressant parce que quelque part ce sont les archives du Rocher qui sont enfin ouvertes grâce à vous. Absolument, et c'est aussi l'histoire, j'ai voulu essayer de retracer l'histoire d'un cheminement en fait, le cheminement de la principauté qui permettent d'abord de comprendre la survivance du pays, ce qui n'était pas chose acquise à la fin du 19e siècle ou au milieu du 19e siècle, l'avènement de l'État contemporain, c'est-à-dire dans sa structuration et dans sa maturité politique, et aussi l'avènement du fait monégasque, de cette communauté de destin entre une famille, une dynastie, un peuple,
et puis, vous l'avez dit, toute une galerie de personnages qui va s'agréger à ce destin et qui va faire en sorte que Monaco devienne ce qu'elle est aujourd'hui, avec son aura et son image et son aura. Bien sûr, comme certaines familles qui ont marqué l'histoire de Monaco, comme la famille Blanc, comme des sociétés aussi, comme la Société des Bains de Mer, ou encore des grands noms dans le domaine artistique jusqu'à l'Opéra Garnier. Tout à fait. Alors, on sait finalement peu de choses de tout ça. On a tous en tête les images, hein, bien sûr, le casino, toute la place que tient le sport, que la culture, les sciences dans le destin de Monaco. Mais finalement, on sait assez peu pourquoi. Tout ça est arrivé et on sait peu comment les princes, la famille souveraine, a finalement dressé assez tôt une stratégie qui vise à instaurer une espèce qu'on appelle aujourd'hui un soft power à travers ces éléments-là, pour que la principauté soit reconnue, entendue, identifiée de par le monde sur tous ces sujets et au-delà de ces sujets, politiquement bien sûr. Vous parlez souvent de terres arides qu'il a fallu à chaque fois défendre, consolider pour devenir une véritable nation avec une véritable identité et puis surtout l'aura au niveau international jusqu'à l'ONU. Tout à fait. C'est ce qui est frappant d'ailleurs dans le destin de Monaco dès donc la sécession des communes libres, hein, les seigneuries de Menton et de Roquebrune, c'est que Monaco va faire des écueils, des atouts en fait. Ces écueils sont d'abord géographiques. Hein, Monaco est inaccessible, en effet. C'est une terre sauvage qui se limite aux rochers et aux communes qui après vont faire sécession. Et par la suite, ces écueils vont devenir des atouts parce que les princes vont trouver les moyens de valoriser cette terre, de créer des ressources propres et de les maintenir, surtout dans un contexte géopolitique que je m'attarde aussi m'attache à dépeindre, qui est extrêmement compliqué, extrêmement difficile à l'époque. Même aujourd'hui, quand on voit que le pays est coincé entre deux autres grandes nations, que sont la France et l'Italie, avec juste la mer en face, quoi, quelque part. Hein. Absolument, et la mer qui au début est un front, j'allais dire, indépassable, de même que la montagne qui est à l'arrière, hein, la tête de chien, le Montagel, donc c'est pas évident, c'est une enclave et qui est inaccessible. Et cette mer, jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'à l'édification de Maréterra, va devenir, bien entendu, un atout et une source de développement. Au fond, finalement, on revient aux sources de ce qu'est la dynastie des Grimaldi. Hein, voilà. Et on le rappelle, vous êtes journaliste également, au-delà d'être docteur en histoire contemporaine, donc cette facilité, vous enlevez beaucoup de clichés finalement par rapport au fait du prince et à certains excès, certaines images de la principauté, des images d'Épinal, comme on dit souvent. Oui, les images d'Épinal qui ont construit aussi la principauté, il y a une part de ces images qui ont été bien entendu utiles à la reconnaissance de Monaco, mais ce que j'ai essayé de faire, étant aussi un peu de ce pays, j'ai essayé de faire en sorte que, en effet, on aille au-delà, vous l'avez dit, des images, des a priori, et par-delà ce qu'on veut bien en dire, ou ce qu'on se limite parfois à en dire, ce qui est très réducteur à mon sens. J'imagine que l'avenir, pour la sortie de ce livre, hein, qui est le 23 avril, l'avenir c'est de le mettre dans toutes les écoles, dans les bibliothèques, les médiathèques. Il faut que ce soit une obligation à Monaco, un peu comme une série anglaise aujourd'hui pour l'adolescence. Alors, ce choix ne m'appartient pas. J'espère en tout cas qu'un maximum de monde à Monaco, bien entendu, et que les Monégasques et la communauté monégasque s'y retrouvera, et bien entendu ailleurs, en France, et peut-être ailleurs, je l'espère, découvre aussi la principauté sous un autre jour, qui est finalement la vie de ce pays et ce qui fait cet extraordinaire destin, communauté de destin qu'est Monaco aujourd'hui. Cette chance de vivre en principauté de Monaco. Merci à vous en tout cas, Pierre Fabbri, d'avoir été avec nous. Histoire de Monaco, c'est vraiment les archives du Rocher qui sont enfin ouvertes au plus grand nombre. Merci à vous d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Les sports et en basket, Monaco a tremblé hier en déplacement à Dijon dans le cadre du championnat de France. Une victoire d'un tout petit point au buzzer, 78-77, qui fait du bien juste avant, mercredi et vendredi, de retrouver l'Euroleague pour les deux premières manches des quarts de finale face à Barcelone. Tout savoir sur l'actualité de la Roca Team, c'est juste après votre journal avec les experts du basket. Et puis un rappel, avec la 3e place obtenue à la bagarre par Charles Leclerc au Grand Prix hier d'Arabie Saoudite, derrière Oscar Piastri le vainqueur et Max Verstappen le quadruple champion du monde. Un premier podium cette saison donc pour Charles Leclerc qui fait du bien à un mois quasiment tout pile de son Grand Prix ici à Monaco. Dans un instant, votre météo pour ces prochaines heures avec Frédéric Hélion. Et comme le veut la tradition, on termine ce journal en images avec la première journée de la visite officielle de son Altesse éminentissime, le grand maître de l'ordre souverain militaire de Malte, ici en Principauté. Les photos sont signées
Manuel Vitali. On se retrouve demain, 19h, pour un tout nouveau journal. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à toutes et à tous. Mardi, le temps sera instable avec un ciel plutôt voilé tout au long de la journée malgré quelques éclaircies, pas de risque de pluie et les températures continueront d'augmenter avec 13 degrés prévus le matin et 19 l'après-midi. Mardi 22 avril, vous pourrez fêter une bonne fête à tous les Alexandres. Ce sera également la Journée mondiale de la Terre, célébrée pour la première fois en 1970 et qui met en lumière de nombreuses actions visant à protéger notre planète et ses écosystèmes. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.